Bonjour et soyez les bienvenus. Très heureux de vous retrouver. Au sommaire de ce nouveau numéro de Géopolitis. L'océan, à l'origine de la vie, vie qui ne pourrait se maintenir sans lui. L'océan, fabuleux réservoir de biodiversité, est menacé par les pollutions, la surexploitation des ressources ou encore les effets du dérèglement climatique. Mi-juin prochain à Nice, en France, se tiendra la conférence des Nations Unies sur l'océan. On recense aujourd'hui dans le monde plus de 16 000 aires marines protégées. La plupart d'entre elles se situent dans des zones côtières. Seul 1,5% de la haute mer est protégée. Les eaux du globe, très peu réglementées par le droit international. Et en haute mer, les enjeux sont grandissants. Les espèces qui y vivent dans des conditions extrêmes possèdent par exemple des ressources génétiques qui intéressent les domaines du médical et de la biotechnologie. Ils couvrent 70% de la surface de la Terre. Ils produisent plus de 50% de l'oxygène de la planète. Ils sont à l'origine même de la vie. Et pourtant, les océans et leur biodiversité sont aujourd'hui malmenés, victimes de prédations multiples, soumis à de nombreuses pressions liées aux activités humaines et à leurs conséquences, dont la pêche illégale et non durable, la pollution, le dérèglement climatique. À tel point qu'aujourd'hui, de nombreuses espèces d'animaux et végétaux marins sont menacées d'extinction. Parmi celles-ci, à titre d'exemple, les dugongs, ces grands mammifères marins herbivores qui sont en train de disparaître dans l'indifférence quasi générale. Il y a donc urgence, mais les regards sont souvent détournés. Les océans sont devenus un enjeu de puissance, les États rivalisent pour en contrôler des zones entières, tant ils revêtent une importance économique et stratégique capitale. Aujourd'hui, des voix se font de plus en plus entendre. La société civile, des organisations, de nombreux scientifiques se mobilisent pour agir en faveur de la protection des mers et des océans. C'est dans cet esprit qu'aura lieu mi-juin prochain à Nice la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Nous serons dans un instant avec la présidente de la Fondation de la mer, Sabine Roux de Bézieux. Mais voyons d'abord quelques exemples de dangers majeurs pour les océans. Anne Delette. La grande barrière de corail d'Australie. 2900 récifs et 900 îles classées au patrimoine de l'UNESCO. Un trésor naturel, un extraordinaire réservoir de biodiversité marine. Mais depuis les années 80, les coraux blanchissent, comme ce fut le cas l'été dernier. La seule fois où le blanchiment a été aussi grave, c'était en 2016. Presque tout était mort. Ce blanchissement est un des symptômes de la mauvaise santé de nos océans. Certains de ces coraux ont plus de 1000 ans. Mais 4 semaines de chaleur avec 1 ou 2 degrés supplémentaires suffisent à les faire mourir à petit feu, à les réduire à ces squelettes de calcaire blanc et friable. Une grande partie des coraux est liée aux poissons. Si on les perd les poissons et tout l'écosystème. Mais pourquoi la température de l'eau augmente-t-elle ? Parce que l'océan absorbe l'excès de chaleur dû aux gaz à effet de serre piégés dans l'atmosphère. En empêchant la surchauffe de la planète, il se réchauffe. Par ailleurs, l'océan capture le gaz carbonique grâce au plancton des micro-organismes marins. Conséquence, l'acidification des océans, dont les effets sont néfastes pour les animaux, les plantes et les coraux marins. Retour des pêcheurs en Sierra Leone. Mais les filets sont vides et les poissons, quand il y en a, sont toujours plus petits. Les pêcheurs traditionnels sont victimes des chalutiers trop nombreux depuis les années 80. Les affaires se portent mal. Ces chalutiers ne nous donnent aucune chance. Ils ont ruiné mon business. Ils ont détruit mes propriétés. Je n'ai plus rien. Zéro. Surpêche et pêche illégale. Comme un trophée, ce bateau chinois, dans le port de Conakry, a résonné au large des côtes africaines. Mais un sur combien? La lutte est inégale, ces chalutiers opèrent souvent de nuit et bénéficient parfois de complicité locale. Tous ceux qui sont au niveau du département de la pêche sont tous des corrompus. Sont tous des corrompus. Cette surexploitation est alimentée par une consommation qui a explosé au niveau mondial. Aujourd'hui, plus de 94 millions de tonnes de poissons sont pêchées par an pour y répondre.
au risque de menacer certaines espèces comme le thon rouge, le mérou ou les requins, dont la population s'est effondrée de 75%. Au milieu des flammes et d'impressionnants panaches de fumée, la silhouette d'un pétrolier heurté par un cargo au large de l'Angleterre. Dernière catastrophe en date d'une longue liste. Une partie des 220 000 barils de kérosène se sont déversés en mer. Les dangers pour l'environnement viennent autant du transport que des forages. Et aujourd'hui, 30% de la production mondiale du pétrole et 27% de celle du gaz proviennent des fonds marins. En avril 2010, une plateforme gérée par BP explose dans le golfe du Mexique. Pendant 3 mois, 56 000 barils de brut s'échappent chaque jour des puits endommagés, créant une gigantesque marée noire. Victimes, des milliers de dauphins, de tortues, poissons et oiseaux, un cauchemar pour l'environnement. Cette catastrophe marque un tournant dans l'histoire pétrolière. Les règles deviennent plus strictes. Mais l'appétit des États ne cesse de croître pour mettre la main sur des gisements toujours plus éloignés, qu'il s'agisse d'hydrocarbures ou de terres rares. Sabine Roux de Bézieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Fondation de la mer, vous êtes membre également du Conseil économique, social et environnemental en France. Vous venez de co-signer un ouvrage avec Philippe Valette, L'océan, préserver l'avenir de l'humanité en 100 questions, aux éditions Talendier. La Fondation de la mer est basée en France, elle regroupe sociétés civiles et experts du monde maritime pour notamment protéger la biodiversité et lutter contre les pollutions. Vous êtes présidente de cette fondation depuis 10 ans. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager en faveur des océans et des mers? Alors petite, je passais tous mes étés, toutes mes vacances en Bretagne Sud et j'étais toujours traumatisée par les galettes de mazout qu'on retrouvait sur nos plages. Et puis en grandissant, j'ai été ravie de voir qu'il n'y avait plus de galettes de mazout, mais qu'il y a une pollution beaucoup plus insidieuse qui avait remplacé ce mazout, c'est la pollution plastique. Une pollution insidieuse parce que parfois on la voit avec ces bouteilles ou des débris plastiques, mais très souvent elle est quasiment invisible puisque le plastique se désagrège en microplastiques. Et en parallèle de cette pollution plastique, j'ai aussi vu que les rochers de mon enfance se perdaient, toutes les algues et toute la vie finalement qui permettait à des crevettes, des crabes de se développer. Et donc cette perte de biodiversité liée à un type de pollution invisible et très pernicieuse m'ont donné envie de m'engager pour l'océan. Oui, effectivement, il y a ces millions de tonnes de déchets plastiques qui se déversent dans les océans. On a consacré une émission entière, un Géopolitis, à ce thème. Dans cette lutte contre les microplastiques, il faut relever l'échec des négociations l'an dernier en vue d'un traité international. Est-ce que vous avez quand même bon espoir qu'un tel traité puisse voir le jour prochainement? Il y a de nouvelles négociations, à Genève d'ailleurs, au mois d'août. On peut d'un côté s'inquiéter parce que certains États, notamment les États producteurs de pétrole, puisque le plastique, je le rappelle, est fait à partir de pétrole, ces États-là bloquent en particulier sur la production de plastique. Et puis d'autres États sont au contraire très allants, très engagés pour un traité ambitieux. Et donc, l'enjeu des prochaines négociations, ça va de faire en sorte que les États, qui sont d'ailleurs plus nombreux, qui subissent cette pollution plastique, puissent vaincre les oppositions des États producteurs de plastique en vue d'un traité ambitieux. Et quand je dis un traité ambitieux, c'est un traité qui ne s'intéresse pas uniquement à la pollution plastique, donc à l'aval du cycle de vie du plastique, mais également en amont et s'engage à une diminution de la production de plastique. Vous y participez généralement justement à ces grandes réunions. Ce sera aussi le cas à Nice au mois de juin prochain. D'autres États cherchent à s'illustrer, comme la France qui co-organise la conférence de Nice. Que peut-on attendre de cette conférence? Va-t-on vers quelques gentilles déclarations d'intention ou les objectifs vont-ils vraiment mener à des actions concrètes? Alors, en juin, à Nice, se tiendra la 3e conférence de l'ONU pour l'océan. Juste pour mettre en perspective, on en est à la 30e COP climat et bientôt la 17e COP biodiversité. Donc vous voyez, l'océan, c'est un peu le grand oublié des négociations internationales. D'ailleurs, on l'explique très bien dans le livre.
Et cette conférence de l'ONU, elle est co-organisée par la France et par le Costa Rica. C'est très important parce que la France a le deuxième espace maritime au monde, avec bien sûr la France hexagonale qu'on connaît tous, mais aussi et surtout les outre-mer français présents sur tous les bassins océaniques. D'ailleurs, 97% de l'espace maritime français se situe outre-mer. Et donc, à cette conférence de l'ONU qui se tient en France, seront discutés tous les sujets de l'objectif du développement durable numéro 14 et liés à l'océan pour s'assurer qu'on mette en œuvre un principe de précaution sur l'océan et une approche coordonnée sur la gouvernance de l'océan. Et il faut savoir que 70% de la surface de la planète est recouverte d'eau. D'ailleurs, la planète Terre devrait s'appeler planète mer puisqu'elle est davantage couverte d'eau que de continents. Et cet espace commun, ce bien commun de l'humanité, doit être géré par la communauté des nations. Et c'est pour ça que nous attendons, nous, à la Fondation de la Mer, que la France s'engage de façon résolue dans une gouvernance commune avec les États membres de l'Union européenne, mais également avec les États francophones et avec la communauté des nations pour un océan en bonne santé. Alors, dans les accords internationaux sur la biodiversité, un objectif a notamment été fixé, celui de placer 30% des terres, mais aussi 30% des mers dans des aires protégées d'ici 2030. L'objectif est loin d'être atteint. On compte à l'heure actuelle près de 16 000 aires protégées dans le monde. Nous partons pour l'archipel des Galapagos avec Elsa Anguinolfi. Tortue verte, requin à pointe blanche, requin marteau. Les eaux qui entourent l'archipel des Galapagos abritent une biodiversité exceptionnelle. Près de 3000 espèces sont recensées dans les aires marines protégées créées par l'Équateur autour des Galapagos. Nous ne protégeons pas seulement les Galapagos pour leurs habitants, mais aussi pour le reste du Pacifique et du monde. Dans ces réserves, la pêche est strictement régulée, interdite dans certaines zones. Nous ne vivons pas de la pêche, nous vivons du tourisme. Il est plus intéressant pour nous de voir des espèces vivantes nager librement dans l'eau que dans une assiette servie sur une table. Les réserves des Galapagos font partie des plus de 16 000 aires marines protégées répertoriées dans le monde. Elles couvrent un peu plus de 8% des océans. La plupart de ces aires protégées se situent dans des zones côtières, autour d'îles, là où les États gardent une forme de souveraineté. Seul 1,45% de la haute mer, qui se situe hors de la juridiction d'un État, est protégé. Cet espace, qui représente 60% des eaux du globe, reste peu réglementé par le droit international. Nous avons un exemple dans la région tropicale du Pacifique, où 4 pays, le Panama, le Costa Rica, la Colombie et l'Équateur, partagent un corridor marin où transitent diverses espèces. Chaque pays possède une partie de sa juridiction et peut réglementer les activités qui s'y déroulent. Cependant, une partie se trouve au large des côtes et échappe à leur juridiction. Pour protéger la biodiversité en haute mer, une conférence intergouvernementale créée par l'ONU a rédigé un nouveau traité international, finalisé en 2023 après des années de négociations. Cet accord sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine en haute mer prévoit notamment la réalisation d'études d'impact des activités humaines, un mécanisme de partage des données et des bénéfices tirés des ressources génétiques marines, une procédure pour la création d'aires marines protégées en haute mer. Mais ce nouveau traité n'est pas encore entré en vigueur. Pour cela, 60 États au minimum doivent l'avoir ratifié. Ils ne sont aujourd'hui qu'une vingtaine. Sabine Roux de Bézieux, que dire de ces aires protégées? 30% des mers devraient être placées en aires protégées selon l'objectif fixé. Aujourd'hui, avec près de 8% affichés, on en est loin? On en est très loin au niveau mondial et il faut se rappeler que l'objectif qui a été fixé lors de la COP qui s'appelle Kunming-Montréal, c'est de 30-30-10. 30% d'aires marines protégées d'ici 2030, dont 10% en protection forte ou intégrale.
Or, on en est très loin. En France, le président de la République s'enorgueillit d'expliquer que nous avons déjà plus de 30% d'aires marines protégées. Mais la réalité, c'est que ces aires marines protégées sont situées très loin de la France métropolitaine, souvent dans les territoires d'outre-mer, et pour une grande partie, les aires marines protégées à protection forte, donc les fameux 10%, sont dans les terres australes et antarctiques françaises, dans lesquelles il n'y a pas de vie, très peu d'activité humaine. Et donc nous, à la Fondation de la mer, nous considérons que cette manière de comptabiliser ne contribue pas à la protection de l'océan et à la protection de la biodiversité marine. Avec une forme même d'hypocrisie. En France... Pardonnez-moi, avec une forme d'hypocrisie, parce que la pêche au chalut est autorisée parfois dans ces zones dites protégées. Exactement. Nous avons plus de 20 types d'aires marines protégées en France. Comme nous aimons le faire, nous avons des exceptions à la française avec des définitions qui sont les nôtres, et notamment des aires marines protégées dans lesquelles le chalutage est organisé. Donc clairement, nous demandons qu'à l'horizon de cette conférence de l'ONU pour l'océan, la France prenne des engagements de mettre en place des définitions d'aires marines protégées qui soient celles qui sont en vigueur dans la communauté internationale, par exemple celle de l'IUCN, qui définit clairement les activités qui sont autorisées ou interdites dans les aires marines protégées, pour que nos aires marines protégées soient vraiment protégées, ne soient pas des aires marines de papier. Alors au niveau mondial, ces aires protégées sont essentiellement situées dans les régions côtières. Or, la haute mer échappe pratiquement à toute juridiction. C'est une sorte de nouveau Far West où s'aiguisent les convoitises. Il y a danger là, en raison notamment des minerais, par exemple, stratégiques, les minerais stratégiques au fond des océans. Alors vous avez raison. A été signé il y a 2 ans un traité sur la haute mer qui prévoit de mettre en place des aires marines protégées en haute mer. Le problème, c'est que ce traité qui s'appelle BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, donc la haute mer, ce traité a été signé mais n'est pas ratifié parce qu'il lui faut 60 signatures et aujourd'hui, seulement 18 pays ont ratifié cet accord. Donc il y a une urgence pour la diplomatie française, européenne, d'aller pousser le plus de pays possible à ratifier ce traité pour qu'on puisse avoir des aires marines protégées en haute mer. Et en parallèle, il y a la question des fonds marins et des projets absolument aberrants de mines, de forage de mines sous-marines à 3000, 4000, 5000 mètres de profondeur pour aller chercher des terres et métaux rares. Les océans aujourd'hui sont devenus un enjeu de puissance pour les États qui veulent étendre leur zone économique et stratégique. Évidemment, ce qui se passe aujourd'hui dans les grands fonds marins est presque une caricature de la vision utilitariste de l'océan qui a été mise en œuvre au cours des derniers siècles et des dernières décennies, que nous cherchons à renverser pour avoir une approche raisonnée et raisonnable de ces ressources qui sont les ressources de la vie, puisque la vie vient de l'océan. Et les projets d'un certain nombre d'entreprises ou d'un certain nombre d'États d'aller creuser ces mines sous-marines pour aller extraire des terres et métaux rares dans le fond de l'océan, c'est vraiment une vision pour nous ancienne, une vision d'une industrie extractive et d'une vision industrielle de ces ressources qui sont partagées, dont nous devons tourner la page. Et donc l'enjeu aujourd'hui sur les grands fonds marins, c'est clairement de mettre nos efforts sur l'exploration de la vie qui se déploie dans ces grands fonds marins. Il y a encore des dizaines de milliers d'espèces que nous ne connaissons pas, d'espèces de vie marine que nous ne connaissons pas, qui sont peut-être les médicaments de demain, qui vont venir de ces espèces qui vivent dans une obscurité complète, avec une pression phénoménale, des conditions dans lesquelles on pensait qu'il n'y avait pas de vie il y a 30 ans. Alors on a découvert la vie dans ces espaces tout à fait inhospitaliers. Eh bien, mettons de la science à la découverte de la vie et non pas en vue de la destruction de ces oasis de biodiversité. Et précisément, Sabine Roux de Bézieux, les espèces qui vivent dans des conditions extrêmes possèdent des ressources génétiques qui intéressent les secteurs du médical et de la biotechnologie. On va le voir avec Nathalie Boujard. Dans les profondeurs des océans, des créatures ondoyantes, fascinantes. Un monde qui évolue à l'abri de la lumière, des regards, depuis plus de 3 milliards d'années. D'une diversité inépuisable, morphologique, biologique, génétique. L'océan couvre 70% de notre planète et nous estimons que seulement 10% des espèces marines ont été découvertes.
La mission scientifique Ocean Census, auquel participe le Schmidt Oceanic Institute, vient d'annoncer la découverte de 866 nouvelles espèces marines en 16 mois de travail. Certains de ces organismes vivent à plusieurs centaines, voire milliers de mètres de profondeur, dans des conditions d'extrême pression, température, obscurité et un environnement chimique parfois très particulier. Pour survivre dans de telles conditions, ces organismes se sont adaptés. Des ajustements intéressants pour des applications industrielles. Une protéine fluorescente de cette méduse a inspiré le développement de molécules désormais utilisées couramment lors de diagnostics médicaux et en recherche fondamentale. L'imitation d'une enzyme de ce micro-organisme est utilisée lors de la production de lait sans lactose. Et un médicament contre le cancer a été développé grâce à une molécule découverte dans cette éponge. Chaque espèce que nous trouvons fait partie de la bibliothèque de l'ingéniosité de la nature. C'est pourquoi la biodiversité des grands fonds marins est importante et que nous devons continuer à la protéger pour l'avenir. Les ressources génétiques marines attirent des investissements financiers toujours plus importants. De plus en plus de ces séquences génétiques sont brevetées. Des recherches ont mis en évidence que seulement 10 pays détiennent 98% des brevets liés aux séquences génétiques d'organismes marins. Les champions, les États-Unis, le Japon et l'Allemagne. Les pays du Sud exercent de fortes pressions pour obtenir un partage substantiel des bénéfices liés aux ressources génétiques marines. Car ils ont le sentiment que même s'il ne s'agit que de quelques brevets ou de quelques applications, ce patrimoine appartient à tout le monde. Une grande partie des séquences génétiques convoitées viennent d'organismes vivant en haute mer, des zones au-delà de toute juridiction nationale. Elles représentent pourtant 2/3 de la surface de l'océan et près de la moitié de celle du globe. Un monde foisonnant, encore largement méconnu, convoité et difficile à protéger. Sabine Roux de Bézieux, les océans sont absolument fascinants parce qu'il y a tant et tant à découvrir. Seule une infime partie des espèces est connue. En haute mer se cachent des trésors, on l'a vu aussi dans le sujet, des trésors qui peuvent être convoités. La préservation des océans n'en est que plus importante. Vous savez, la haute mer, c'est encore la dernière frontière à découvrir dans l'humanité. Et sur la planète, on a aujourd'hui cartographié moins de 20% du fond des océans, alors qu'on connaît parfaitement la surface de la Lune. On a encore plus de 80% des espèces marines à découvrir. Et ce ne sera pas la surface de l'océan ou près de nos côtes, ça va être dans les grands fonds marins où tout reste à découvrir. Alors évidemment, ça inspire de la fascination pour des fondations ou pour des scientifiques, mais cela inspire aussi beaucoup de convoitises de la part de groupes industriels qui veulent aller capter ces richesses, que ce soit des richesses vivantes avec des risques de surpêche ou des richesses minérales avec l'exploitation des grands fonds marins et de la mise en place de mines sous-marines. Vous venez du monde des entreprises, Sabine Roux de Bézieux. Vous êtes administratrice de plusieurs sociétés. Vous êtes donc un relais au sein des entreprises qui ont pratiquement toutes un lien avec l'océan, sans forcément y penser. Tout le monde a un lien avec l'océan. À commencer par les émissions de CO2, puisque l'océan séquestre 1/3 des émissions de CO2. Ensuite, l'oxygène. La moitié de l'oxygène de la planète est produit par l'océan. Ensuite, les émissions de chaleur. 90% de l'excès de chaleur fabriqué ou généré par nos activités humaines est absorbé par l'océan. Et donc, nous, à la Fondation de la mer, nous poussons les entreprises à prendre conscience de ce lien intrinsèque que nous avons avec l'océan, à comprendre comment, dans leurs activités, elles ont un impact négatif, mais aussi comment elles en bénéficient. Un chiffre tout simple, 90% du commerce mondial passe par voie de mer. Donc, tout le commerce mondial dépend de l'océan. Et ce que nous faisons avec les entreprises, c'est qu'elles prennent conscience, faire en sorte qu'elles prennent conscience de ce lien avec l'océan et ensuite qu'elles mettent en place des mesures pour réduire leurs impacts. Donc le CO2, les pollutions, par exemple le plastique, mais aussi qu'elles contribuent positivement à des actions de préservation, de restauration des écosystèmes marins, de protection des espèces marines en danger. Une mise en place sans toutefois que ce soit récupéré par une forme de greenwashing, de vernis d'éco-blanchiment, doit-on dire en français ? Oui, alors on pourrait l'appeler blue washing, puisque nous sommes dans l'océan. Évidemment, c'est le sujet, c'est de faire en sorte que l'océan ne soit pas le prétexte de se présenter vertueux alors qu'on ne l'est pas. Et c'est bien pour cela qu'au-delà des efforts de
de financement de projets concrets de restauration de la biodiversité que nous proposons aux entreprises, nous souhaitons aussi qu'elles mettent en place des feuilles de route de décarbonation, de mise en place de l'économie circulaire et de réduction de leurs impacts dans tous les domaines. Les mobilisations citoyennes se multiplient pour défendre l'océan. Comment pouvons-nous agir loin du pessimisme ou du fatalisme ? Vous savez, on a beaucoup parlé des problèmes de l'océan, des enjeux de l'océan, mais avant tout, l'océan, c'est un lieu d'émerveillement, c'est un lieu de beauté. Et peut-être que la mobilisation citoyenne, en tout cas la manière dont nous le voyons, doit d'abord être une mobilisation positive en faveur de cet océan qui doit être partagé par le plus grand nombre et faire rêver chacun. Merci infiniment Sabine Roux de Bézieux. Je rappelle que vous êtes présidente de la Fondation de la Mer et vous venez de co-signer un ouvrage avec Philippe Valette, L'Océan, préserver l'avenir de l'humanité en 100 questions, paru aux éditions Talendier. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Merci d'avoir effectué cette immersion avec nous. Le temps de vous dire encore que Géopolitis, c'est une émission de la radio-télévision suisse et de TV5 Monde, disponible sur tous vos écrans via les différentes applications et notre chaîne YouTube. Très belle suite à vous et portez-vous bien.